Voilà. Alors, est-ce que, avant de repartir donc sur la résolution numérique d'équations différentielles, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous êtes un peu sans réponse? Je vous écoute si vous avez des questions diverses et variées. Bonjour monsieur. Bonjour. En fait, j'avais une question sur les projets, vu qu'on est avec vous pour le projet. Ah, vous êtes avec moi, très bien. Alors, Oui, mais je voulais savoir si vous attendez quelque chose ou pas. ce que j'attends de vous, c'est déjà de. Vous avez donc défini un sujet. Il faudrait que je me remette là-dedans. Il faudrait que je le regarde. Et vous avez donc défini un sujet. Vous avez défini une problématique. Est-ce que vous avez commencé à travailler dessus? Est-ce que vous avez un plan à me proposer? Est-ce que vous avez des questions? Quand vous voulez, on peut faire une petite réunion à propos de votre sujet. Voilà. D'accord. C'était quoi votre sujet, vous? Nous, c'était la valise autonome. La valise autonome, d'accord. Donc c'est un sujet qui a plus trait à. C'est du système embarqué, mais c'est plus de l'électronique de puissance. Oui, voilà. D'accord. Et vous avez déjà quelques idées sur ce que vous avez envie de développer, comment vous allez le faire. Voilà. Et Ouais. faudrait que vous me présentiez votre projet avec plus en détail, que Donc, vous me c'est à nous de vous... On travaille de notre côté et après, on vous montre... Voilà, vous me dites voilà, voilà ce qu'on compte faire. Moi, je vous apporterai mon avis. Je vous dirai voilà, ça c'est peut-être faisable, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Ça c'est peut-être pas très correctement conçu. On aura un échange là-dessus. D'accord, ça marche. Merci. Voilà. Ok. Alors, Monsieur, moi j'ai une question aussi, s'il vous plaît, par rapport au projet. oui, je vous écoute. Je sais que Monsieur Bianca, il a demandé un rapport intermédiaire pour les prépas. Est-ce que ça concerne aussi le cycle ingénieur ou pas? Non, ça ne concerne pas le cycle ingénieur. Le cycle ingénieur, je vous ai expliqué dans un document que vous devez rendre un rapport final qui sera évalué par votre professeur tuteur. Ok, très bien, merci. Monsieur, la date du rapport final, c'est pour quand? Alors, je ne l'ai pas fixé, mais elle devrait se situer dans la deuxième quinzaine du mois de juin, c'est-à-dire avant le dernier conseil de classe. D'accord, et qu'est-ce qui est attendu en fait dans ce rapport? Ce qui est attendu, c'est que vous avez défini un sujet, vous avez défini une problématique. Est-ce que vous avez été capable d'apporter une solution complète ou partielle à la problématique que vous avez définie? D'accord, ok, merci. Vous avez proposé quoi comme sujet? C'est un fracture réseau. Non, excusez-moi, c'est des structures de réseau. Fracture réseau? Non, c'est les structures réseau. Parce que j'ai un camarade qui me fait rire. Ben, pas de problème, allez-y, ça fait du bien de rire un peu. Ouais, alors allez-y, dites-moi, c'est quoi votre sujet? Infrastructure réseau de quoi? Voilà, c'est infrastructure réseau et en fait c'est lié à l'Internet dans des sociétés ou quoi que ce soit. Après, j'ai plus le sujet Ah, bien en tête, l'Internet des pour être objets. franc. Internet des objets. Internet of Things. Non, ah non, en fait, c'est voilà, c'est plus pour comment dire, c'est optimiser les infrastructures réseau des entreprises. Enfin, voilà. Et donc tout ce qui est lié en fait à la consommation d'énergie ou quoi que ce soit. Et et je vous ai bien assigné un professeur tuteur. Oui. C'est qui? Euh, Vous avez oublié? oui, oui, je sais pas, je sais pas. Je vous avoue qu'en ce moment, je révise les examens, les partiels, je me suis pas encore penché à fond Vous vous êtes pas encore sur le penché à sujet. fond sur le sujet. D'accord. Ok. Alors, j'espère que vous allez le faire plus sérieusement. Oui, 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 vous inquiétez pas.
Moi, je ne m'inquiète pas, hein, c'est pas de problème. D'accord. Ok, donc vous êtes en train de… Alors, est-ce que vous avez justement des questions par rapport au partiel? Parce que j'ai eu quelques échos. Les étudiants, ils ne savent pas trop comment ça va se passer. C'est clair pour tout le monde que les partiels se feront en distanciel et je vous enverrai, ou plutôt le secrétariat des études vous enverra un mail d'ici la fin de la semaine pour vous repréciser les dates, qui sont d'ailleurs déjà mentionnées sur l'hyperplanning, et les modalités. Les modalités, c'est-à-dire comment va se dérouler l'examen. L'examen, il se déroule en distanciel, sous forme d'un QCM ou de zone de texte à renseigner. Donc ça, c'est pour mon examen à moi d'analyse numérique. Il en sera à peu près de même pour machine électrique 1. J'ai eu une discussion avec M. Ncharé à propos de ce module. Il souhaiterait également, en plus du QCM que vous aurez en ligne, il souhaiterait que vous travailliez sur un devoir maison. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous écoute. Et pour moi, c'est une très bonne idée. Moi, je pense que c'est une bonne idée dans le sens où le QCM permet effectivement d'évaluer, on va dire, des connaissances ponctuelles. Et le devoir maison vous permet quand même de mettre en application ce que vous avez étudié avec M. Ncharé. Et vous, du coup, ça va se passer comment? Donc, on va avoir un QCM et un devoir maison, c'est ça? Non, avec moi, non. Avec moi, c'est un QCM et des zones de texte dans lesquelles vous allez justifier vos réponses, éventuellement aussi écrire des petites équations sous forme textuelle. Oui, mais monsieur, en temps normal, vous attendez. Parce qu'en temps normal, je sais pas, on a regardé vos anciens partiels et tout, Oui. et les parties, il fallait écrire, mais je veux dire, on va pas faire ça. Par exemple, on va imprimer la feuille et on va scanner, on va vous l'envoyer, c'est ça que je veux dire. Non, 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 non. Ça, c'est mes partiels d'avant, parce qu'avant, je les faisais en présentiel. Oui, mais justement, en gros, je pense que dans les devoirs que vous allez nous mettre et tout, il y aura bien des symboles à mettre. Enfin, je sais pas, moi, par exemple. Oui, alors justement, dans C'est pour ça, en gros, moi, je dis juste Oui, parce oui. qu'en gros, moi, par exemple, je suis plus à l'aise à l'écrit. Par exemple, moi, j'ai fait les partiels et tout, et D'accord. c'est plus facile à faire à l'écrit, quoi. Donc, ça, je vous dis. Je vous explique. Moi, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous d'ailleurs, bon, il vaut mieux, à la limite, comme on dit, il vaut mieux une image que beaucoup de paroles. Je vais vous montrer un exemple de partiel en ligne. D'accord? Oui, ça serait bien, monsieur. Ok, je vais le faire tout de suite. Pas de souci. Alors. Alors, je vais vous montrer un exemple de partiel en ligne que j'ai fait. Voilà par exemple un examen que j'avais fait en ligne à vos camarades de l'année passée. Vous voyez tous mon écran? Oui. Oui. Voilà un genre d'examen où ce qu'il faut faire, bon, bien entendu, il faut d'abord mettre votre prénom et votre nom. Ensuite, vous avez l'énoncé d'un exercice dans lequel je pourrais éventuellement vous présenter des graphes parce que vous savez que j'aime bien, je travaille beaucoup avec de la géométrie. Après, vous devez par exemple cocher une réponse. A, B, C. Vous avez des questions, vous devez cocher des réponses et parfois vous devez justifier votre réponse. Vous pouvez être amené, la plupart du temps c'est ça, c'est un genre de QCM avec des zones dans lesquelles vous devez écrire des choses. C'est-à-dire, on peut très bien imaginer que par exemple, si je vous demande de me calculer une intégrale, ben vous allez donc calculer cette intégrale et vous allez me mettre la réponse dans l'encart qui est prévu à cet effet. Vous pouvez… Monsieur, Oui, je vous écoute. est-ce que pour le QCM, si on a faux, vous coûtez un point en moins? Non, Je sais plus comment ça s'appelle.
Il y a Non. des délais aussi, parce que moi, en temps normal, je veux dire, il y a des délais, c'est ça en gros. Là, par exemple, quel délai vous voyez sur ce devoir? Là. Non, en fait, je veux juste savoir, parce que je sais que, par exemple, il y avait des. Ouais, c'est 1h30 en tout, mais je sais qu'il y en a. Par exemple, c'est chronométré, en gros, les QCM en temps Non, normal. je n'ai pas opté pour cette option-là. Bah, ça perturbe, merci. Je n'ai pas opté pour l'option des QCM chronométrés. Voilà. Je n'ai pas opté pour cette option-là pour la simple et unique raison que j'ai pas voulu rajouter du stress à du stress. Voilà. Ouais, ça perturbe, monsieur. Voilà. Ce que j'essaye ce qu'il faut bien comprendre. Donc voilà un peu le genre d'exercice. Vous pouvez très bien aussi vous retrouver avec voilà quelques questions MATLAB. Je tape des commandes. Voilà un exemple de devoir en ligne que vous devriez faire. Et une fois que vous avez rempli vos questions, vous avez répondu à vos questions, bah vous cliquez sur ici, soumettre. Si vous avez 1h30 et vous me le soumettez 2 heures après, vous serez forcément pénalisé. C'est OK pour tout le monde, ce que je suis en train de dire? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. OK, voilà. Alors, bien entendu… Monsieur, oui, je vous écoute. Je vous écoute. oui, pardon. J'avais une question juste parce que j'ai vu l'année passée sur votre partiel, il y avait un exercice sur les suites. Est-ce qu'on va faire les suites la semaine prochaine, par exemple? Sur le partiel de l'année passée en analyse numérique, vous avez vu une suite? Oui, je crois. Après, Monsieur Guillaume nous a envoyé des exemples de l'année passée de partiel. Et du coup, j'ai vu un exercice, c'était sur les suites. Je crois soit l'année passée, soit l'année d'avant. Oui, Et mais je me Ouais, demandais si avec on le va faire les suites. CQN, si, il a raison, mais en fait, c'était un petit truc. Mais, Même si c'était un truc circulaire. En gros, on pourrait avoir les corrigés aussi, si possible, non? C'est non, pas non, alors, ce que j'ai… Attendez, on va les discuter. corrigés des partiels. On va discuter tranquillement. Ce que j'ai proposé à vos camarades des groupes 3 et 4, et je le fais d'ailleurs jamais, mais cette année, je le fais exceptionnellement, je leur ai proposé que j'allais leur envoyer le partiel de l'année dernière. D'accord? Donc, d'ailleurs, on va regarder ça tout de suite, parce que je sens que vous êtes un petit peu anxieux alors qu'il n'y a pas lieu de l'être. Voilà, donc ça c'est l'examen que j'avais soumis l'année dernière, mais c'était en mode présentiel, d'accord? Vous voyez tous mon écran? Oui, Bon, très bien. Donc voilà, ça c'était un premier exercice que j'avais soumis sur l'interpolation polynomiale. Et j'avais par la suite soumis un autre exercice sur l'intégration numérique. Et j'ai ensuite soumis un exercice sur la résolution d'équations différentielles par la méthode d'Euler et par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. Et ensuite, j'avais soumis un exercice en MATLAB, d'accord, dans lequel j'avais mis une équation différentielle assez, pas compliquée, mais sur laquelle il faut un petit peu réfléchir. Hein, y' de t égale à moins 1 à la puissance 2 plus la partie entière de t. Voilà. Et après, j'avais proposé de faire un choix, de justifier ce choix. Et enfin, j'avais terminé avec un autre exercice sur MATLAB, où il fallait un peu comprendre ce que faisait une fonction. Ça, c'était l'examen de l'année dernière. Donc, je vais vous l'envoyer, à moins que vous l'ayez déjà. D'accord? Je vais bien entendu, mais je ne le fais jamais, mais je vais le faire exceptionnellement cette année, je vais vous envoyer le corrigé de cet examen. d'accord, merci monsieur. Ah, c'est gentil, monsieur, merci. Merci. Non, mais ce n'est pas une question d'être gentil ou d'être méchant. C'est juste une question déjà que vous sachiez une chose, que ce n'est pas parce que vous avez ce partiel-là que celui que vous allez avoir va être un clonage de celui-ci.
D'accord? Oui, bien sûr. Voilà, c'est juste pour que vous disiez, voilà, normalement, avec tous les exercices qu'on a vus ensemble, si vous êtes capable, si vous les avez compris fondamentalement, vous êtes capable de faire l'examen que je propose. Je dis bien, si vous les avez compris fondamentalement, c'est-à-dire que je ne veux pas que vous travaillez avec des habitudes qui relèvent du mimétisme. C'est-à-dire que je sais faire un exercice parce que j'ai déjà fait un exercice de ce genre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui. Oui. Voilà. Cette méthode de travailler par mimétisme, c'est une méthode que excusez-moi du terme, que je répugne. C'est-à-dire que je ne veux pas que vous travaillez de cette façon-là. Je veux que vous soyez capable de réfléchir, pas de faire du mimétisme. Donc, j'ai un problème, je réfléchis au problème. Les bases, ben, on les a vues, on les a exercées sur d'autres exercices, mais l'exercice que j'ai en face de moi, ben, c'est un tout autre exercice qui nécessite de réfléchir, tout simplement. Et pas passer son temps à se dire, est-ce que cet exercice-là, est-ce qu'on a déjà fait quelque chose qui lui ressemble? Voilà. Donc, on ne travaille pas avec des habitudes de mimétisme. C'est pas digne d'un ingénieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous envoyer le corrigé de cet examen. Et puis, bien sûr, si vous le voulez, on pourrait faire une petite séance pour examiner soit le corrigé, soit je vous réponds par mail pour celles et ceux qui ont encore des petits soucis de compréhension. C'est bon? Oui, monsieur, vous pouvez envoyer le cours, s'il vous plaît? Oui, alors le cours, effectivement, je vais vous l'envoyer aujourd'hui et je vais l'envoyer aussi à vos camarades des groupes 3 et 4. Mais je voulais déjà qu'on aborde quelques points que je vais mettre dans le chapitre 6 avant de vous l'envoyer. Ok. Donc, si vous le permettez, est-ce qu'on peut démarrer le cours? C'est bon? Oui. Très bien. Oui. Alors, c'est parti. Donc, souvenez-vous bien donc, que la dernière fois, on avait abordé l'analyse numérique, chapitre 6, résolution d'équations différentielles. Et on avait donc examiné la méthode la plus basique pour résoudre une équation différentielle, qui est donc la méthode d'Euler. D'accord? Est-ce que par rapport à cette méthode, vous avez des questions, vous avez des choses encore qui ne sont pas claires? C'est clair pour tout le monde? J'ai un problème, donc, qui est une équation différentielle qui s'écrit sous la forme y point égale une fonction de y et de t, et je vais donc résoudre cette équation différentielle pas à pas, c'est-à-dire que je vais trouver des solutions à des instants qui sont séparés entre eux par un pas temporel h. Comment je vais le faire? Ben, je vais utiliser la méthode d'Euler. La méthode d'Euler me dit que si je veux connaître y à l'instant discret k plus 1, je vais me servir de y à l'instant discret k, auquel je vais rajouter un accroissement qui résulte de quoi? Qui résulte de la dérivée, sachant que la dérivée, c'est un taux d'accroissement. Ce taux d'accroissement multiplié par le pas me donne l'accroissement que j'ai ici, auquel que je rajoute à yk pour faire une estimation de y indice k plus 1. En résumé, voilà ce que c'est que la méthode d'Euler. C'est la méthode la plus basique pour résoudre numériquement une équation différentielle. Ce que j'avais proposé à vos camarades des groupes 3 et 4, et que je vais vous proposer tout de suite, c'est qu'on travaille sur un exercice d'application dans lequel on va voir
en fin de compte, quelle est l'utilité de pouvoir résoudre numériquement une équation différentielle? Qu'est-ce que ça apporte en termes de résolution de problèmes qui sont des problèmes de la physique et de manière plus générale des problèmes de l'ingénieur quand il est confronté à des équations différentielles qu'il ne sait pas résoudre de manière analytique. Je vais donc vous proposer qu'on réfléchisse ensemble sur cet exercice-là. Voilà, et que je mettrai bien entendu à la suite du cours que je vous enverrai. Voilà. Alors, donc cet exercice va nous permettre un peu de se remettre dans la résolution numérique avec la méthode de l'air, et ça va en même temps nous permettre de voir l'utilité de la résolution numérique. Donc, première question, bien entendu, qu'on vous pose ici. Vous avez en face de vous un circuit RC. J'imagine que vous avez tous déjà travaillé sur ce type de circuit. Oui. Très bien. Est-ce que parmi vous, vous êtes, vous pouvez me dire un peu à quoi sert ce circuit? À part travailler sur la loi des mailles, la loi d'Ohm, etc., etc. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'utilité d'un tel circuit? À quoi ça sert? Déjà, c'est quoi? Ce circuit RC, ça représente quoi? Un filtre. Exactement. Ça représente un filtre. Un filtre de quelle nature? C'est un passe-bas. C'est un passe-bas. Exactement. Donc, Passe-bas du premier ordre. Bravo. Donc, passe-bas du premier ordre. Alors, ça veut dire quoi un passe-bas? Est-ce que vous pouvez expliquer ça un peu là, tout le monde, tous vos camarades? C'est un filtre. Des basses fréquences. Enfin, Allez-y. C'est un filtre qui laisse passer un signal quand il est en quoi? en basse fréquence. L'alternative, Oui, alternative, d'accord, mais quand il est en basse fréquence, et il va atténuer le signal quand celui-ci est en Haute fréquence. haute fréquence. Donc, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est en fin de compte un filtre qui va laisser passer les signaux à basse fréquence et qui va empêcher les signaux à haute fréquence d'arriver aux bornes de sortie. Très bien. Maintenant, la question, c'est que quand vous avez étudié ce filtre à l'école, c'est-à-dire au lycée, ensuite les classes prépa, vous l'avez étudié, si vous vous souvenez bien, et j'imagine que ça a été le cas pour tout le monde, sans exception. Donc, je vais faire un petit schéma. Voilà. Donc, vous l'avez étudié comment? On vous a dit, voilà, ce filtre-là, à un moment donné, on va l'attaquer avec une tension d'entrée, qui est un créneau. D'accord? Ça, c'est la tension d'entrée, E de T. Et on vous a demandé, souvenez-vous bien, de définir l'équation et la forme de la tension de sortie. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ou pas? Oui. La tension de sortie, elle a quelle forme, elle? Quand on attaque ce circuit par un créneau, ben c'est quelque chose qui va monter, qui va atteindre le niveau de la tension d'entrée. Et au moment où la tension d'entrée repasse à zéro, qu'est-ce qui se passe pour la tension de sortie? Elle rebascule à zéro. Voilà un peu ce que vous avez vu sur ce filtre-là. Ça, c'est la tension de sortie que j'appelle U de T. Alors, souvenez-vous que lorsque vous avez résolu l'équation différentielle de ce circuit, vous vous êtes contenté de dire, voilà, on l'attaque avec une tension constante qui passe de 0 à 5 volts, et puis en fin de compte, plus tard, de 5 volts à 0.
et vous vous êtes arrêté un peu là parce qu'en fin de compte, l'équation différentielle, vous ne pouvez pas la résoudre si on vous dit que ce circuit-là, en fin de compte, on va injecter là-dedans une tension E de T quelconque. On a forcément fait des suppositions sur cette tension d'entrée. Alors, ce qui va être intéressant avec l'approche numérique, c'est qu'on ne va pas se limiter à une forme de tension d'entrée. On va pouvoir mettre, s'il vous plaît, coupez les micros, ceux qui ne parlent pas. On ne va pas se limiter à une forme d'entrée spécifique. On va pouvoir dire que, voilà, numériquement, on sait résoudre l'équation différentielle et on va donc pouvoir injecter dans ce circuit n'importe quelle tension E de T, ici, et observer la tension de sortie U de T. Donc, on va faire pas à pas cet exercice-là. La première des choses que l'on vous demande déjà, c'est établir l'équation différentielle du premier ordre de U de T, c'est-à-dire la dérivée de U de T égale à une fonction de U de T et de E de T. Donc, je vous propose déjà de me donner une réponse à cette première question. Et de me dire si vous êtes tous, bien sûr, capables de la résoudre. Donc, j'ai un circuit, je dois établir une équation différentielle. C'est la loi des mailles, non? Exactement, on va faire la loi des mailles. On va utiliser, bien sûr, la loi d'Ohm. On va combiner ces deux approches-là pour avoir cette équation différentielle. Est-ce que vous pouvez me la trouver, là, maintenant? Travailler dessus. Et me dire ce qu'elle vaut. C'est E de T moins RIT plus U de T égale à 0. D'accord, donc pour vous, ça veut dire que vous avez résolu la question? Je veux une équation différentielle où apparaît la dérivée de la tension de sortie, donc D de U de T sur dt, égale à une fonction dans laquelle apparaît E de T et U de T. Voilà ce que je veux comme équation différentielle. Monsieur, Oui, je vous écoute. alors c'est E de T Oui, égale RC du de T sur dt plus U de T. d'accord. Allez, alors, je vais noter ça. Vous pouvez me répéter? Alors, c'est E de T. E de T. Alors, attendez, on va prendre un nouveau. Voilà, donc, changer de couleur. Donc, E de T, RC du de T sur dt. donc égal à RC U point. Oui, Plus U de T. plus U de T. Et monsieur, ici, c'est U de T, c'est U de T, c'est I de T, c'est ça? Pas du tout. U de T, c'est la tension de sortie au bord Non, la du dérivée. condensateur. Non, la dérivée. En gros, c'est DU de, sur dt, en gros. Oui, c'est alors, I. alors, effectivement, c'est I, puisque I, c'est la dérivée de la charge, et la charge, elle est égale à la capacité de la kappa que multiplie sa tension. Ok, Donc, merci. ok, alors déjà, on va examiner ce qu'a dit notre camarade. Hein. Je ne dis pas que ce qu'il a dit est juste pour l'instant. Donc lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit, voilà, en fin de compte, on a U point de T égale à E de T moins U de T
moins U de T divisé par RC. Et il dit, voilà, ben j'ai bien la dérivée de U qui est une fonction de E et de U, divisé par RC. Est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Non, je pense que c'est trompé. Non, moi je suis d'accord. Je pense que c'est moins U de T à la fin, je pense. Alors, comment est-ce qu'on Je pense va, comment est-ce qu'on va résoudre cette première question qui est quand même peut-être. Alors, déjà, et ce serait à la limite pas trop mauvais pour tout le monde, c'est de réfléchir un petit peu comment on va établir cette équation différentielle. Comment on va l'établir? La première des choses que je vais pouvoir écrire, en utilisant la loi d'Emaille, qu'est-ce que je peux dire de E de T? La tension E de T, elle est égale à quelle tension plus quelle tension? La tension de la résistance plus la tension de la capacité. Exactement. Donc E de T, c'est égal à R que multiplie I de T. Ça, c'est la tension aux bornes d'une résistance, plus U de T. Ça, c'est ma première équation. Monsieur, je comprends pas pourquoi c'est plus. Moi, j'aurais mis moins, en fait. Ah ben non, puisque vous avez ici, là, vous avez cette tension-ci plus cette tension-ci qui est égale à cette tension-ci. Ah, vous avez fait égal, c'est pour ça que j'ai pas compris. Ouais, en fait, ouais, moi, je faisais. Ok, c'est bon, j'ai compris. OK? Vous avez la tension E qui est égale à la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes de la kappa. Ça, c'est bon? C'est bon pour tout le monde. Très bien. Quelle deuxième équation je peux écrire? Qu'est-ce que je peux dire de ce qui se passe aux bornes du condensateur qui est ici? L'intensité est égale à la capacité fois la dérivée de la tension. D'accord, mais je préfère qu'on parte qu'on revienne un peu plus basiquement, déjà, avant de passer à ce que vous dites. Qu'est-ce que je peux dire de C, la capacité que multiplie la tension à ces bornes? C'est égal à quoi? C fois U de T. C'est égal à... Qu'est-ce qui vient quand il y a du courant qui passe ici? Ça veut dire que le courant est un porteur de charge. Et donc, je viens cumuler des charges ici sur l'armature de mon condensateur. Donc, qu'est-ce que je peux dire de C fois U de T? C'est égal à Q, la charge. Exactement. C'est égal à Q, la charge, à Q de T. Très bien. Quelle est la relation entre un courant électrique et la charge? Q égale à I fois T. Non. La relation entre le courant I de T et la charge Q de T. I est égal à la dérivée de la charge. Exactement. I de T, c'est la dérivée de la charge. Donc ici, c'est un Q point de T. Donc le courant traduit en réalité un débit de charge. D'accord? La charge, c'est des coulants. dQ sur dt, c'est des coulants que je divise par du temps. Donc I de T, c'est des coulants par seconde, qui sont donc des ampères. I de T égale à Q point de T. Donc maintenant, à partir de tout ça, ben, on va pouvoir trouver notre équation différentielle. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, vous voyez bien que ici... Monsieur, oui, je vous écoute. juste une petite question. Oui. I de T, c'est pas égal à moins Q point de T? Non, I de T, c'est égal à Q point de T, puisque là, on part du principe qu'on est dans un circuit où on a au départ une kappa qui est complètement déchargée et sur laquelle on vient mettre des charges. D'accord? Ah, ok. On n'est pas dans un contexte de décharge.
C'est-à-dire que je prends une kappa initialement chargée et je la décharge sur une résistance. Donc, I de t égale à Q point de t. Je vais donc pouvoir, qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant avec ces trois équations pour en fin de compte trouver l'équation différentielle? Ben, je vois bien que ici, C fois U de t égale à Q de t. Donc, ça veut dire que C fois U point égale à Q point. Donc, ici, C fois U point égale à I. Ça veut dire que ce I qui est ici, je vais pouvoir le remplacer par C fois U point. Je vais donc me retrouver avec E. Je simplifie les écritures, je ne mets pas le temps chaque fois. E égale à R C U point plus U. R C U point plus U. Et en fin de compte, je vais avoir quoi? Je vais avoir U point qui sera égal à E moins U divisé par RC. Et donc, ce qu'a proposé notre camarade est tout à fait juste. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? OK. Oui. Donc, on va regarder. Donc, effectivement, voilà, on a ici l'équation différentielle U point égale à E moins U divisé par RC. Voilà maintenant l'équation différentielle de notre circuit. Et on vous demande par la suite de calculer. Alors, je vais un petit peu. Je sais pas zoomer sur. On vous demande par la suite de calculer U indice 1 et U indice 2 par la méthode de l'air. En gros, en fait, ce qu'on vous demande ici, c'est de donner les valeurs littérales de U indice 1 et U indice 2 par la méthode de l'air. Donc maintenant, on va commencer à rentrer dans la partie analyse, enfin, résolution numérique de notre équation différentielle. Oui, vous avez une question? Je veux juste savoir, ce document-là, vous allez nous l'envoyer en plus ou pas? Oui, ce document-là, sur lequel on est en train de travailler, je vais le joindre à la fin du fichier de cours et je vous l'enverrai. Ok, merci. Alors, on nous demande de calculer U indice 1 et U indice 2 par la méthode de l'air. Et on nous dit qu'en fait, on va résoudre cette équation différentielle avec un pas H, dont on nous donne une valeur, et on nous donne aussi, bien sûr, la condition initiale U à l'instant t égale à 0 égale 0. Voilà. Donc, qui est en mesure de pouvoir me donner l'expression de U indice 1 et l'expression de U indice E2? Pour U indice de 1, ça serait U0 fois plus plutôt H, U point de 0. Et U point de 0, on l'a déjà trouvé dans la question d'avant. On va juste remplacer. Ok, c'est pas mal. Alors, je vais donc... alors, est-ce qu'on peut travailler méthodiquement? Donc, on nous dit de résoudre cette équation-là par la méthode de l'air. Ça veut dire que, qu'est-ce que je peux écrire de manière générale? Que U à l'instant discret K plus 1, c'est égal à quoi? La méthode de l'air me dit quoi? UK plus H, UK'. Exactement, plus la dérivée de U à l'instant K. Je multiplie bien sûr ici H. Voilà la méthode de l'air. Donc, on me demande de calculer l'expression littérale de U indice 1. Ben, U indice 1, c'est tout simplement U indice 0 plus H U point
donc la dérivée de U à l'instant 0. Et ce U point, comment est-ce que je vais calculer ce U point à l'instant 0? Ben, je vais me servir de mon équation différentielle. Et mon équation différentielle me dit quoi? Ben, elle me dit que U, la dérivée de U à un instant t, ben, c'est E de t moins U de t divisé par RC. J'en déduis donc que U point 0, c'est tout simplement égal à, donc ici c'est U0 plus H. Le U point 0 qui est ici, je vais pouvoir le trouver grâce à l'équation différentielle qui me dit que, en fait, il sera égal à E indice 0 moins U indice 0, le tout divisé par RC. Alors, qu'en est-il de U indice 2? Je vous écoute. Ça serait donc U1 plus H U point de 1. Oui. Et pour le E0, U1, enfin E0, U0 et RC, ça serait juste E1 et U1. Exactement. Donc, vous l'avez tous bien compris. En fin de compte, on va se retrouver avec quoi? On va se retrouver avec U indice 2, ben, qui vaudra U indice 1. U indice 1, je l'ai calculé à l'étape précédente, plus H sur RC, que multiplie E indice 1 moins U indice 1. Donc, si je généralise, qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je peux dire de U à l'instant discret K plus 1? C'est tout simplement quoi? C'est tout simplement U à l'instant discret K plus H sur RC que multiplie E à l'instant discret K moins U à l'instant discret K. Voilà, au fait, comment on va résoudre point à point cette équation différentielle. Vous voyez bien que ça n'a plus rien à voir avec l'approche analytique. Alors, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que tout ça, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, tout ça? Monsieur? Oui, je vous écoute. Mais là, on n'a pas calculé. On n'a pas trouvé de valeur. Non, pour l'instant, on n'a pas trouvé de valeur. Ok. Il faudra trouver une valeur. Pour l'instant, on est resté sur des formules littérales. Ok. Après, on va rentrer sur une application numérique. Parce que de toute façon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on nous a dit? On a dit, voilà, on a une tension d'entrée, on mesure une tension de sortie, on veut comprendre le lien qui existe entre cette tension de sortie et cette tension d'entrée. Ce lien-là, il est établi au travers de cette équation différentielle et numériquement, on est en mesure d'écrire qu'on a U qui prend donc la valeur précédente de U avec bien sûr la valeur précédente de E et ainsi de suite. Comme ça, on va construire nos points de tension de sortie. Pour l'instant, on reste sur l'aspect purement littéral. Il n'y a pas d'application numérique. C'est après qu'on va aborder le sujet de manière numérique. Alors, c'est là que maintenant les choses vont commencer un petit peu à se corser. Et c'est des choses et c'est là où on va dire que le syndrome de la page blanche va commencer à apparaître. On vous demande d'écrire l'algorithme sous forme de fonction MATLAB de résolution de l'équation différentielle en utilisant la méthode d'Euler. Donc là, quand on lit ce type de questions, je ne sais pas, quel est votre ressenti? Et comment vous voyez, comment vous allez vous y prendre pour répondre à cette question? On trouve la question. Bon.
Monsieur, on avait déjà programmé la méthode de l'air sur MATLAB. Il suffit de changer les arguments Alors, on a, et l'équation aussi. La boucle de calcul, ça sera un nouveau calcul à faire. alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement, on a déjà vu la méthode de l'air sous MATLAB. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va changer par rapport à ce qu'on a déjà vu sous MATLAB? C'est tout simplement le quoi? L'équation différentielle. D'accord? Donc, ça veut dire, si maintenant je veux résoudre cette question numéro 3, donc ça veut dire que mon algorithme, donc j'écris ici, j'aime pas écrire avec des diminutifs, c'est pas terrible, mais bon, ça me permet comme c'est pas facile d'écrire comme ça. Voilà. Donc l'algo, en fin de compte, il va se décomposer en 3 fonctions. Dans la première fonction, on va avoir ici une fonction où on va retrouver la méthode Euler. Une deuxième fonction où on va retrouver quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans cette deuxième fonction? La dérivée. Exactement. Donc ici, on va avoir dans la deuxième fonction la définition de notre équation différentielle. Et enfin, dans la troisième fonction, qu'est-ce qu'on aura? Le lien entre les deux? Non. Le lien entre les deux, non. La relation entre YK plus 1 et YK. Non, c'est ici, elle est là, cette relation. Elle est dans cette première fonction. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce circuit-là, on a envie d'observer la tension de sortie en fonction de quoi? Qu'est-ce qui va faire varier la tension de sortie? Qu'est-ce qui va influer sur la tension de sortie? La tension d'entrée? Exactement, la tension d'entrée. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais réserver une troisième fonction ici, dans laquelle je vais tout simplement définir quoi? Condition initiale. Pas tout à fait. Je vais définir mon signal D'entrée. Exactement. Ici, D'entrée. Exactement, je vais définir mon signal d'entrée E de T. Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est que je veux pouvoir modifier ce signal d'entrée et observer la sortie. Donc, quand je vais modifier ce signal d'entrée, je vais tout simplement modifier son équation. Je ne vais rien toucher à l'équation différentielle et je ne vais encore rien toucher à la méthode. Donc, la méthode et l'équation différentielle ne bougent pas. C'est la tension d'entrée ici que je veux que j'aimerais pouvoir modifier autant que je veux. C'est clair? Ce qui nous amène donc à quoi? Ce qui nous amène à 3 fonctions et je vais donc zoomer dessus pour qu'on puisse bien les analyser. Voilà. Alors, je vais... Hop. Donc, nos 3 fonctions qui sont là. Je vais bien sûr ici utiliser comme d'habitude la loupe. Voilà, voilà nos 3 fonctions qui sont ici. Et
on a donc quoi? Première fonction, elle s'appelle ELR-TD6. Et on retrouve bien sûr la méthode de l'ELR, c'est-à-dire la relation de récurrence entre la valeur que je calcule et celle que j'ai déjà calculée. Deuxième fonction, ici, qu'est-ce que je retrouve là-dedans? Ben, je retrouve tout simplement, je vous écoute. L'équation différentielle. Exactement, je retrouve l'équation différentielle. Et j'ai une troisième fonction ici, dans laquelle j'ai tout simplement défini le signal d'entrée. Donc, cette fonction-là, c'est quoi? C'est tout simplement une fonction. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire ce que fait cette dernière fonction, si j'analyse son code? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en termes clairs et simples à comprendre ce que fait cette fonction? Qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Pour toutes les valeurs strictement comprises entre 1 et 5, Oui. on va changer la valeur de y en 1, qui était initialement définie en 0. D'accord. Et pour toute valeur d'entrée qui n'est pas dans cet intervalle, la sortie de cette fonction vaudra 0. Pas de 0. Très bien. C'est tout à fait ça. Donc, quand j'analyse ce morceau de code, voilà ce que je peux dire. Donc, ça représenterait quoi? Je veux dire, ça serait représentatif de quoi dans la réalité physique? Bah, l'instant, y égale 0, ça sera l'instant initial où on n'a aucune tension, non? Oui, d'accord, mais je veux dire, cette fonction-là, qu'on a appelée E, elle représente donc un signal d'entrée. Oui. Et ce signal d'entrée, quand je regarde le code qui est à l'intérieur de cette fonction, il a quoi comme forme? C'est comment ça s'appelle ça? Ça porte créneau. Créneau. Voilà, exactement. Tout simplement un créneau. Ça veut dire qu'en fait, je m'intéresse dans un premier temps à injecter dans ce circuit un signal très basique qui est tout simplement un créneau. D'accord? Voilà. Et ce créneau-là, je dis, c'est un signal de 0 à 1 seconde, il vaut 0. Et puis, en fin de compte, je décide que de 1 à 5 secondes, voilà. Donc, à partir de 1 et jusqu'à 5, je décide de lui donner une valeur égale à 1 volt. Donc, c'est un créneau. Voilà comment je vais définir en fin de compte ce créneau quand je vais simuler mon circuit. Ok, donc ça c'est bon pour la tension d'entrée. Monsieur, Oui, je vous écoute. j'ai une question, mais en fait, ça n'a rien à voir avec exactement le point 3. C'est juste un truc au-dessus sur le circuit. Dans la formule, on met RC UDT avec le point au-dessus de U. Et je veux savoir, ça signifie quoi déjà de mettre le point U pointé en fait? Excusez-moi, j'ai pas tout à fait saisi votre question. En fait, je me demande ce que. C'est la dérivée, c'est la dérivée. C'est une notation qui veut tout simplement dire la dérivée. Ok. C'est une notation qui est simplifiée. C'est au lieu d'écrire D de U sur DT, on écrit U point. Ok. C'est comme le prime, le prime que vous avez toujours utilisé pour désigner la dérivée. Oui. Voilà, c'est tout. Ok, parfait. Ok. Merci. Alors, ici, je définis donc mon signal d'entrée. Ici, j'ai mon équadif. Et ici, vous avez tous remarqué que, effectivement, je vais avoir ici la méthode de l'air. Ça veut dire que je vais calculer Y en I plus 1 à partir de Y en I plus H que multiplie la dérivée. Et la dérivée, donc ici, que j'ai appelée FT-D6, on va lui communiquer 3 arguments.
que l'on retrouve bien sûr ici, YI, I-1 fois H, et E de I-1 fois H. Et monsieur, ici, I-1 fois H, c'est égal à TK, c'est ça? C'est l'argument TK. Exactement. Allez-y, continuez. Bah, du coup, l'autre, c'est EK. Non, mais déjà, Non, en fait, en gros, ça, c'était ma question, en gros. Donc, et c'est quoi le lien entre ça et la fonction ETK, en gros? En fait, ça, j'ai pas compris le lien. ok. Alors, déjà, vous voyez bien que le E I-1 fois H que vous avez ici, au fait, il fait référence à cette fonction. Oui, ça, j'ai compris, mais en gros, je vois pas trop ça se traduit comment, en fait. Ben, ça veut dire qu'au fait, ici, quand à chaque fois que je vais traiter cette boucle, I, lui, va s'incrémenter à chaque fois de 1. D'accord? Mais vous avez déjà fait une boucle, if. En gros, vous avez déjà fait une condition if, en gros. Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. Regardez, Ok. la première fois, I vaut 1, donc je vais calculer E de 0. Ensuite, Oui. I vaudra 2, donc je vais calculer 2 moins 1, ça fait 1, que multiplie le pas H qui vaut 0,1, donc je vais calculer E de 0,1, E de 0,2, E de 0,3. Et à chaque fois, je vais venir faire appel à cette fonction pour connaître E d'un instant. Mais là, pour les pas, ça va s'arrêter jusqu'à combien? Ben, c'est nous qui décidons de combien de points on veut calculer. Mais du coup, là, si c'est que des pas de 0,1, à quoi ça sert d'avoir mis la condition TK entre 1 et 5? En gros, ça, je vois pas. Ben, parce que tout simplement, donc je vais reprendre ici le schéma. C'est parce qu'en fait, quand on va simuler ce circuit, on va le simuler à des instants qui sont très proches, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,07. Après, à un moment donné, on va passer à 1.1, 1.2, 1.3, 1. Et après, on va aller jusqu'à 5.1, 5.2. Et entre 1 et 5, c'est-à-dire 1.1, 1.2, 1.3, etc., etc., pour tous ces points-là, j'aurai une tension d'entrée qui vaut 1. Et quand je serai ici, ça vaudra 0. Et quand je serai ici, ça vaudra 0. Mais si je suis ici, ça vaudra 1. C'est pour simuler ce créneau. OK, alors. Mais à un moment donné, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, je crois que c'est vous, parce que je n'arrive pas à voir qui dit quoi. Vous avez dit donc le Y de I qui est ici, si je fais le rapprochement, il correspond à ce YK. Le E de I-1 fois H correspond à ce EK que j'obtiens grâce à cette fonction ici, qui s'appelle E. Et le TK qui est ici, il correspond à ça. Je ne sais pas si c'est vous qui avez dit ça. C'est moi, j'ai dit ça. Très bien. Et après, j'ai voulu que vous alliez un peu plus loin et me dire, qu'est-ce que vous constatez? Il y a quelque chose qui n'est pas très normal. Vous avez bien vu que ce TK correspond à ce I-1 fois H, mais après, si vous continuez votre observation, qu'est-ce que vous pouvez dire? Je n'ai pas compris votre question. Le TK qui est ici, Oui. le TK qui est ici, vous devez normalement tous constater quelque chose. Il n'est pas utilisé à l'intérieur de cette fonction. Ah oui. Et la question légitime, c'est alors à quoi ça sert? Est-ce que ça vous interpelle? À quoi ça sert d'avoir ici un TK qu'on n'utilise pas? Ben, en fait, comme je vous l'ai dit, alors je vais il va être utilisé dans l'autre fonction, en gros. Non, en fait, il ne sera pas utilisé, mais je fais exprès de le laisser pour la simple. Bon, déjà pour vous faire soulever la question, mais en plus, alors je vais diminuer la loupe là. C'est juste pour rester un peu conforme à l'écriture mathématique. Souvenez-vous qu'on a dit que lorsque je résous les équations, elles sont de type y point
de t égale à une fonction de y de t et de t. C'est-à-dire qu'au fait, dans l'équation différentielle générale, j'ai toujours, normalement, le temps qui apparaît. D'accord? Or, ici, dans cette équation différentielle que nous avons, vous voyez bien que le temps, lui, n'apparaît pas de manière explicite. Il n'apparaît pas de manière explicite. Il est utilisé. Comment est-ce qu'on utilise le temps ici? Ben, il l'utilise au moment où on appelle la fonction E du temps. Elle est là. C'est ici qu'on utilise le temps. Mais le TK ici n'est pas utilisé. Je l'ai laissé tout simplement pour rester dans l'écriture générale de Y point est une fonction de Y et du temps. D'accord? Ici, c'est un peu comme si j'avais D de Y égale à E moins EK moins YK divisé par RC plus 0 fois TK. D'accord? C'est uniquement pour ça. On aurait pu très bien ne pas avoir le temps ici. Et si je ne l'ai pas ici, ben bien entendu, il ne faut pas non plus le mettre ici. Voilà. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va, maintenant qu'on a défini notre algorithme sous forme de 3 fonctions, vous voyez bien que la fonction principale appelle la fonction ftd6, qui est donc l'équation différentielle, et à l'intérieur ici de ftd6, on fait appel à la fonction E, qui est là, et qui nous permet de connaître la valeur de notre signal d'entrée en fonction de l'instant où on se situe. Donc, alors, imaginons que maintenant, voilà, vous avez écrit vos, à la limite, pour celles et ceux qui sont sur MATLAB, vous pouvez même les saisir. Imaginons qu'on a écrit maintenant ces 3 fonctions. Donc, on va revenir à l'exercice. Et donc, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quelle commande MATLAB doit-on taper pour visualiser U de t pendant 10 secondes. Alors, imaginons que vous avez ces 3 fonctions et vous les avez saisies, vous les avez dans vos fichiers. Quelle commande? Est-ce que vous êtes tous capables de réfléchir à la commande qu'il va falloir taper pour visualiser notre tension de sortie U de t pendant 10 secondes? Sachant qu'on travaille avec un pas, alors on vous a mis un pas de 0,1. On peut même imaginer qu'on travaille avec un pas de 0,01. Voilà, peu importe. Quelle commande je dois taper pour visualiser U de t pendant 10 secondes? Alors, qu'est-ce que je dois taper comme commande? Monsieur, vous pouvez redescendre, s'il vous plaît? Oui. Donc, au moment… Monsieur, il faut tracer le graphe pour ça? Alors, on va déjà récupérer les valeurs de sortie. Après, on peut très bien tracer le graphe. Et déjà, quelle commande je tape pour faire tourner cette moulinette, donc cet algorithme? C'est pas compliqué la question que je vous pose. Il suffit d'examiner. C'est quoi la fonction principale? Elle s'appelle comment? Euler TD6? Exactement. Cette fonction principale TD6, pour pouvoir l'exécuter, on a besoin de lui communiquer combien d'arguments? 3. 3 arguments, exactement. Le premier argument, c'est le… CH. Le pas. Le pas. Donc, ça veut dire que je dois… La première des choses à faire, c'est de définir le pas. Donc, je vais définir un pas. H égale à quelque chose. Deuxième argument, c'est quoi? Une condition initiale. Exactement. Donc, deuxième argument, je vais lui donner la condition initiale et on m'a dit que au départ, de toute façon, mon circuit a une capa qui est complètement déchargée, donc la tension à ses bornes est nulle. Et enfin, je vais aussi devoir définir… Alors,
ce fameux cas-là qui est ici, est-ce que vous arrivez à vous souvenir de quoi à quoi ça se réfère? De quoi il s'agit? L'instant discret, je crois. Exactement, c'est le vecteur des instants discrets. Donc ce vecteur-là, alors imaginons que par exemple, je travaille avec un pas de 0,01 et que j'aimerais donc simuler mon circuit sur un espace-temps jusqu'à 10 secondes. Donc ce cas-là, il vaudrait combien? Ça serait K égale à quoi? K allant de où à où? Monsieur, pour les conditions initiales, c'était quoi, vous avez dit? Y, c'est 0. Y0, c'est 0. Ouais. Ok. Et K, c'est le vecteur des... Des instants discrets. Ah oui, voilà, des instants discrets. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, si je veux aller jusqu'à 10 secondes, ça voudrait dire que K va aller de 0 à combien? On fait 10 divisé par 0,1. 10 divisé plutôt par 0,01, si je choisis de travailler avec ce pas-là. Ok, oui. D'accord. Donc, effectivement, je vais avoir K qui va aller de 0 par pas de 1 jusqu'à 10 divisé par 0,01. D'accord? Donc, ça veut dire en fin de compte jusqu'à 1000. Ou je peux très bien aussi définir tout simplement le temps réel T comme allant de 0 par pas de H, donc 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, etc., jusqu'à 10. Et comme on l'a dit, alors je vais l'écrire ici, la relation entre le temps réel T, indice K, et K et H, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler cette T indice K correspond à quoi? Le temps réel. K fois H. Exactement, c'est égal à K fois H. K fois H. Ça veut dire qu'en fait, ce K qui est ici, ben, c'est tout simplement T, indice K, divisé par H. Donc, ça veut dire que ici, je peux très bien définir le temps T, le temps réel, de 0 par pas de 0,01 jusqu'à 10. Et au moment où je vais appeler ma fonction, ELRTD6, je peux donc lui communiquer H, le pas que j'ai défini, la condition initiale 0, et T sur H, c'est-à-dire K, en lui communiquant tout simplement T divisé par H. Je vais donc faire quoi? Je vais définir H, je vais définir le temps, et je vais tout simplement ensuite faire un affichage du temps et des valeurs que j'ai obtenues de résolution de mon équation différentielle, sachant qu'au fait, dans ce premier cas de figure, j'ai injecté dans mon circuit un créneau. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un plot, etc. Et je vais observer ce que j'obtiens. Je vais afficher les valeurs issues de la résolution de mon équation différentielle et je vais tout simplement, voilà, je vais pouvoir donc afficher ici, je vais afficher ici mon signal d'entrée en rouge et en bleu, je vais afficher les valeurs que j'ai obtenues et qui sont issues de la résolution numérique de mon équation différentielle par la méthode d'Euler. Voilà déjà la première simulation, la plus basique que je peux faire, c'est déjà de vérifier que mon circuit RC a un comportement qui est conforme à ce qu'on attend, c'est-à-dire une phase de
charge et une phase de décharge de la kappa. Voilà. Alors, bon, ça peut être un petit peu brut de fonderie, tout ce que je suis en train de vous raconter. Et justement, l'idée, c'est, est-ce que vous avez des questions? Monsieur, moi j'avais une question. Dans la commande, Oui. ça signifie quoi le B après T sur H? Le B, c'est B comme blue, qui veut dire bleu. Ah, d'accord. Ok. Ok, merci. Et monsieur, Oui, je vous écoute. je comprends pas vos commandes avec les EE. Voilà, très bien. Alors, c'est quoi les EE? Donc, avec les EE, ce que j'ai voulu au fait représenter, c'est le signal d'entrée. Qui est ici, le rouge. Alors, comment je l'ai fait? Je l'ai fait d'une manière un peu simpliste. Il correspond bien à ce que fait notre fonction ici. D'accord? Mais au fait, je l'ai représenté tout simplement en utilisant. Alors, là, je vais vous expliquer, ce n'est pas très, très compliqué. Étant donné que on a travaillé avec 1000 points. Là, vous êtes d'accord, hein, quand je vais de 0 à 10, avec un pas de 0,01, ça veut dire que j'ai travaillé avec 1001 points. Ça, tout le monde est d'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une variable ici que j'ai appelée EE. Et je l'ai définie comme étant un vecteur d'une ligne et de 1001 colonnes. Et ce vecteur-là ne contient que des... Que des quoi? C'est écrit hein, ici. 0. Et il ne contient que des zéros. Sauf que entre 100 et 500, pour bien imiter ce que j'ai ici dans ma fonction, 1 et 5, ici entre 100 et 500, j'ai mis des 1. Ce qui fait que donc, quand j'affiche ce vecteur EE, d'accord, quand je l'affiche sur ces 1001 points, ben sur de 0 ici jusqu'à 1, j'ai que des 0. De 5 jusqu'à 10, j'ai que des 0. Et de 1 à 5, j'ai des 1. Voilà pourquoi j'ai utilisé ce vecteur EE que vous avez ici. C'est pour tout simplement montrer sur le graphe mon signal d'entrée et pouvoir comparer le signal d'entrée de mon circuit avec le signal de sortie qui est ici. D'autres questions? Monsieur, vous pouvez vite faire expliquer le EE, je n'ai pas trop compris. Très bien. Alors, vous savez quoi? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer de manière plus claire. Je vais vous l'expliquer de manière plus claire comme ça. Je vais arrêter cette loupe. Je vais faire directement avec MATLAB, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Merci. Ok, on va le faire tout de suite. C'est parti. MATLAB Online. Hop. Alors, de manière générale, bah c'est des commandes MATLAB qui sont parfois très utiles quand on fait de la simulation. Et vous allez très vite comprendre, de quoi il s'agit. Alors, je vais prenons une variable quelconque. Je vais l'appeler, W. Alors, je vais dire W égale à Zeros. Zeros, c'est une fonction de MATLAB qui me renvoie que des zéros, un vecteur nul. Zeros de 3 et 2. Donc, Zeros de 3, 2, si j'appuie sur Entrée, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne quoi? 3 lignes de colonnes. Voilà, ça vous donne 3 lignes de colonnes d'une matrice qu'on appelle tout simplement une matrice de 0. Elle ne contient que des zéros. D'accord? Donc, moi, qu'est-ce que j'avais? J'ai pris une variable EE, hein, dans l'exemple que je vous ai montré.
et j'ai dit que je voulais que ce EE-là, je l'ai défini comme étant un zéros. Bon, je vais déjà le faire plus simplement que dans l'exemple. Zéros de 1 et 10. Par exemple, zéros de 1, 10, qu'est-ce que ça va me donner? Si on reste sur l'exemple que je viens de vous montrer juste avant. Une ligne, 10 colonnes. De quoi? Ça va compter. Une ligne, ouais, une ligne, 10 colonnes. Donc un vecteur ligne, voilà, tout à fait, ça va être un vecteur ligne ne contenant que des zéros. D'accord? Imaginons que maintenant, je veux avoir 0, 0, 0. J'aimerais bien avoir, on va dire, donc ça c'est la position 1, 2, 3. Imaginons que de la position 4 à la position 5, 6, 7, à la position 7, je veux des 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire EE de donc ligne 1 de la position 4 à la position 7. Voilà. Je vais dire que ça, c'est égal à 1. Donc là, Mais comment pour les autres, c'est que des zéros alors du coup? parce qu'on avait déjà parce qu'on a créé que de zéros au début et je ne change que ceux qui sont de la position 4 à la position 7. Je les mets à 1. Donc là, si j'appuie sur Entrée, qu'est-ce qui va se passer? Ok. D'accord? Il a changé tout simplement la valeur de ces points-là. D'accord? Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement maintenant, si je fais c'était pour vous montrer tout simplement le graphe d'un créneau. Donc là, vous voyez, si je fais un plot plot EE, voilà, si je fais un plot EE, vous voyez que, en fait, c'était pour tout simplement vous montrer un créneau. Mais ça, monsieur, cette méthode, elle est utile que pour que si on a une ligne, en gros, si j'ai compris. Je peux, oui, bien sûr, on peut aussi modifier un groupe de lignes, enfin, peu importe. Et là, je l'ai fait pour une ligne, oui. J'ai créé une ligne de 0, donc je reviens maintenant à l'exercice. J'ai créé une ligne que de 0, le EE qui est ici, zéros, et d'une certaine position à une autre position, au lieu d'avoir des 0, j'ai mis des 1. Au fait, c'est tout simplement pour vous montrer la forme du signal d'entrée. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon? Voilà. C'est juste pour un graphique qui montre le signal d'entrée. Merci, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, on y va. Alors maintenant, voilà, maintenant, on va rentrer dans quelque chose de très, très, très intéressant et qui va vraiment nous montrer l'utilité de travailler avec, enfin, d'être en mesure de résoudre des équations avec des techniques numériques. Alors, donc maintenant, on va un petit peu, je vais revenir un peu sur ce circuit-là. Voilà, je vais revenir un peu sur ce circuit RC. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ce circuit, le circuit RC, c'est un filtre. C'est un filtre passe-bas. Ça, on l'a tous bien compris, c'est un filtre passe-bas. C'est-à-dire qu'il laisse passer les basses fréquences et il atténue les hautes fréquences. Alors maintenant, on va parler d'un point qui est très, très important. Et qu'on appelle en traitement du signal le bruit. Le bruit. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est que le bruit, au fait? D'un point de vue mathématique, physique, électronique. C'est quoi le bruit? Que quelqu'un ait une idée? Ce qui parasite le signal. Alors, un par un, allez-y.
Ce sont des perturbations, non? Des Exact. perturbations du signal. Exactement. Donc, on va dire que le bruit est un signal, c'est un signal parasite. D'accord? C'est ça ce que c'est qu'au fait, le bruit, c'est un signal c'est un signal parasite. C'est-à-dire que c'est un signal qui vient brouiller un signal utile. Donc, imaginons que, voilà, ici, voilà, j'ai un signal utile qui est porteur d'une certaine information. Ben, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je vais analyser, lorsque je vais voir ce signal-là à l'oscillo, il y a de fortes chances que j'observe ce que l'on appelle je vais observer de temps en temps des pics comme ça, où je vais observer ce que l'on appelle du bruit, c'est-à-dire un signal parasite qui va venir, au fait, un peu brouiller mon information utile. Voilà. Alors, le bruit, il est... qu'est-ce qu'on peut dire du bruit sur sa nature mathématique? C'est un signal qui serait comment? Est-ce que c'est un signal déterministe? Est-ce qu'on connaît son équation? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Non, il n'a pas d'équation. Il n'a pas d'équation, exactement. Donc, c'est un signal qui n'a pas d'équation, c'est un signal qui est un signal comment? C'est une information qui est comment? Ça commence par un A. Alternatif. Non, si elle est alternative, c'est-à-dire que je connais la forme. Aléatoire. Monsieur. Exactement. Aléatoire. Le bruit est un signal qu'on va caractériser mathématiquement comme étant une information aléatoire, c'est-à-dire que je ne peux pas prédire sa valeur. Donc, le bruit est un signal qui est aléatoire, qui vient se rajouter à mon signal utile. Et qu'est-ce qu'on peut dire du bruit d'un point de vue fréquentiel? Donc, il est aléatoire, c'est-à-dire que je ne peux pas déterminer sa valeur à l'avance. Je ne peux pas dire quelle valeur il aura dans le temps. Mais qu'est-ce que je peux dire d'un point de vue fréquentiel? Est-ce que c'est un signal qui est à basse fréquence, qui est à haute fréquence? Comment il est le bruit? À haute fréquence. Exactement. Le signal bruit est un signal aléatoire caractérisé d'un point de vue fréquentiel comme un signal à haute fréquence. Monsieur, pourquoi un signal à haute fréquence? Alors, pourquoi un signal à haute fréquence? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui change en permanence. Le bruit, ce n'est pas un signal constant. Mais j'arrive pas à trouver le lien entre, comment dire, le fait qu'il soit constant ou non et, on va dire, sa fréquence, en fait. Très bien, c'est une bonne question. Alors, je vais essayer d'être... Imaginons qu'il était constant. D'accord. Alors, si on imagine qu'il était constant, ça veut dire qu'il est déterministe. C'est-à-dire que je connais sa valeur. Oui. Or, on vient de dire que c'était un signal qui était comment? Aléatoire. Donc, ça veut dire que je ne peux pas connaître sa valeur. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas être Quantifié. Constant. Ah, constant. Donc, dès lors qu'il ne peut pas être constant, ça veut dire qu'il varie. Oui. Eh bien, dès lors qu'il varie, ça veut dire que quelque chose qui varie, ça veut dire que c'est quelque chose qui bouge dans le temps. D'accord? Et comme c'est quelque chose qui bouge dans le temps, ben, on dit que c'est un signal qui est à haute fréquence parce que sur un écart temps très petit, le signal bruit va prendre plusieurs valeurs. Ah, d'accord, je vois. Okay. Mais en fait, le bruit, c'est bien, en fait, c'est un signal qui est à part du signal initial. Et exactement.
Exactement. C'est un signal qui vient se rajouter au signal. Signal initial. Exactement, d'information. Tout à fait. D'accord. Ok. Mais sauf que c'est un signal, au moment où vous réceptionnez un signal, votre récepteur, il réceptionne aussi le bruit. Oui. Mais du coup, par exemple, dans le graphique que vous avez fait là sur la feuille blanche, là, le signal initial, on peut dire qu'il est, mais il n'a pas forcément de fréquence, ou est-ce qu'on dit qu'il est à basse fréquence? Exactement. Ce signal que j'ai dessiné ici, vous parlez de En celui noir. en Oui, noir. en noir. Ce Oui. signal-là, on peut comme ça dire qu'il est à basse fréquence, c'est-à-dire que dans le temps, il ne varie pas très vite. Et on est venu se rajouter dessus un signal qui, lui, varie très vite dans le temps. D'accord. Et c'est la raison Donc, pour on peut le filtrer pour pouvoir avoir que le signal Exactement. d'information. Ok. Exactement. Et c'est d'ailleurs l'objectif de l'utilisation d'un circuit RC, c'est de permettre le nettoyage d'un signal à basse fréquence qui serait entaché par du bruit. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée. Et donc au fait là ce qu'on va voir, mais bon je vais juste faire une petite pause, le temps de prendre un café. Ce qu'on va voir par la suite, c'est qu'effectivement, grâce à cette approche numérique, on va montrer qu'un signal qui est bruité, quand on l'injecte dans un circuit RC, on récupère en sortie un signal qui a été nettoyé de son bruit. Chose que je ne peux pas faire si je voulais travailler de manière analytique. C'est bon pour tout le monde ce que je viens de dire? Monsieur, j'ai une question. Oui, je vous écoute. L'allure du signal de sortie du fil passe-bas, c'est toujours le même? Ben, ça dépend ce qu'on a injecté en entrée. D'accord, donc là, comment dire, par rapport à l'exercice, c'est une allure lambda, quoi. Oui, là, par exemple, ici, si dans la première question, dans le début de l'application de cet exercice, on s'est fixé comme objectif de lui injecter un créneau. Et on a donc observé ce signal-là en sortie. Mais après, rien ne nous empêche de dire, voilà, si au lieu d'injecter un créneau, j'ai envie d'injecter une sinusoïde, ou j'ai envie d'injecter un créneau avec du bruit, ou bien plusieurs sinusoïdes. On verra des exemples après. D'accord. Ah, et vu qu'on a enlevé en fait le signal parasite, c'est pour ça qu'on a une courbe. Ce qui met plus de temps à varier. Alors, comme on a enlevé le signal, on verra ça par la suite. On verra. Ce qu'il faut pour l'instant retenir, c'est que quand on injecte un créneau qui est propre, comme celui-ci, le signal de sortie, lui, il présente une courbure et une courbure inverse ici. C'est un peu typique de la charge de la kappa suivie de la décharge. Là, ça, c'est le comportement le plus basique qu'on peut attendre d'un circuit RC. On verra comment ce circuit se comporte si on injecte un signal en entrée plus compliqué qu'un simple créneau. C'est l'objectif de l'exercice, qu'on verra par la suite. D'accord, merci. Ok. On fait une petite, on se donne une petite pause là et on reprend. On se donne une petite pause de 5 à 10 minutes. J'arrête l'enregistrement et on reprend après.